je sais pas quand commence la jeunesse, mais disons que quand je suis rentrée à l'école normale, j'ai choisi le latin. Au fond, bon, l'Antiquité était un espace où je me sentais bien, alors que la littérature, c'était pas vraiment mon domaine. Donc, de toute façon, j'allais m'intéresser à l'Antiquité. Le latin, peut-être parce que j'avais pas fait de grec au lycée, j'avais rattrapé, etc. Donc, je me sentais à l'aise dans le domaine du latin. Et puis, bon, au début, j'ai fait des études très très classiques. J'ai préparé l'agrégation. Alors, la seule chose, c'est que j'ai eu la chance de tomber dans un moment où il y avait beaucoup de remue-ménage dans le domaine antique, puisque Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, on commençait à bien les connaître, et ils apparaissaient comme une alternative, disons, qui nous permettait de respirer par rapport à l'enseignement traditionnel, qui nous intéressait, mais où on trouvait pas vraiment tout ce qu'on cherchait. Surtout à ce moment-là, il y avait la linguistique, des révolutions philosophiques, il y avait Foucault et tout. Donc en fait, on trouvait dans l'Antiquité, on n'avait pas besoin de fuir l'Antiquité pour être dans une pensée qui bouge et une pensée moderne et j'allais dire révolutionnaire. Parce qu'avant, on était coincé entre le marxisme, qui nous satisfaisait vraiment pas, et puis bon, un enseignement qui n'avait pas beaucoup bougé depuis 50 ans. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pu me lancer. Alors, l'intérêt du latin, et c'est là où peut-être je suis un peu différente des autres, c'est que autant ça bougeait dans le monde grec, autant dans le monde latin, dans le monde romain, disons, ça bougeait pas encore. Ça a bougé plus tard, mais ça bougeait pas. Donc j'avais l'avantage d'être, enfin je sais pas si c'est l'avantage, mais d'être seule pour inventer ce que je voulais. Et au début, quand même, j'ai beaucoup pataugé. Parce que seule, ça m'allait pas. Mais j'ai été intégrée dans le centre de recherche de Pierre Vidal-Naquet et Jean-Pierre Vernant, qui à l'époque s'appelait le centre Louis Chernet. Et là, j'ai tout appris, aussi bien dans le domaine de l'anthropologie que dans le domaine de l'histoire des religions, etc. Donc en fait, j'ai eu une formation qui n'était pas latine au début, et c'est assez tard que je me suis mise à m'attaquer au domaine plus proprement latin, et ça a commencé avec le Satyricon. Et comme j'étais enseignante, eh bien, je me suis retrouvée avec la nécessité d'expliquer le Satyricon à des étudiants de première et deuxième année, sans être trop moderne et sans être non plus, enfin la littérature latine traditionnelle disait rien sur le Satyricon. Voilà. Donc, il fallait se lancer. C'est comme ça que les choses ont commencé. Alors ensuite, j'ai fait un premier travail à partir du Satyricon qui s'appelait le plaisir et la loi. Alors ce livre, en fait pour moi c'était aussi une expérience par rapport au courant général, c'est-à-dire on était quand même dans une culture de la transgression, etc., etc. Or il me semblait, en travaillant sur l'Antiquité, que ce que nous prenions pour des transgressions n'en était pas. Hein, et que, en fait, en particulier tout le domaine de l'érotisme, et de l'érotisme grec, disons, et de l'érotisme de Banquet, s'inscrivait dans un système rituel. C'est-à-dire que
Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au rituel du vin, au rituel du chant et au rituel de l'amour, enfin au rituel érotique, c'est-à-dire, et puis en comprenant bien que ces rituels étaient des rituels en relation avec des divinités. Alors ça, c'est évidemment un thème que j'ai retrouvé souvent, tout simplement parce qu'il est omniprésent dans l'Antiquité, lié au banquet, au symposium, au banquet qu'on appelle symposium, c'est-à-dire le banquet qui est centré sur la consommation du vin. Et ça se retrouve donc à Rome, et d'ailleurs en fait dans tout le bassin méditerranéen. Nous vîmes entrer en foule des maîtres de gymnase qui nous oignirent d'huile à bonne mesure et nous remirent sur pied. Notre fatigue ainsi chassée tant bien que mal, nous reprenons nos habits de table et l'on nous fait passer dans une pièce voisine où 3 lits se trouvaient dressés, avec l'appareil complet d'un festin magnifiquement ordonné. On nous invite à prendre place. Le repas s'ouvre par des entrées merveilleuses, et l'on va même jusqu'à nous inonder de falernes. Après plusieurs services dont on nous régala, nous glissions doucement vers le sommeil. Mais quoi ? Dit Cartilla. Vous songez encore à dormir quand vous savez que cette nuit est due tout entière au culte de Priape. En fait, les Indo-Européens, c'était un dogme. Et ça reste un dogme, parce qu'avec une grande figure qui est celle de Dumézil, Georges Dumézil, et d'une façon générale, la grammaire comparée et le comparatisme. Et l'affaire, elle est, si vous voulez, ce problème des Indo-Européens et du comparatisme, il est pas réglé. Puisqu'en fait, il y a, c'est un peu sur le tard que, enfin, c'est-à-dire il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis aperçu que tout ça ne fonctionnait pas du tout. Mais le problème, c'est que on avait là cette sorte de cathédrale intellectuelle qui, en plus, apparaissait comme une alternative à un récit historique. Il y avait le grand récit historique qui était organisé autour de la civilisation gréco-romaine, etc., que vous connaissez. Et puis, il y avait cette alternative comparatiste, finalement non historique, de Georges Dumézil. Et ça semblait comme ça borner l'espace intellectuel. Georges Dumézil est le maître incontesté des études indo-européennes dans le monde. Or, ce sont les Indo-Européens, nos plus lointains ancêtres, qui ont donné naissance, depuis 5000 ans, aux civilisations grecques et romanes, iraniennes et indiennes, celtiques, germaniques, baltiques et slaves. Et, chose étonnante, ces civilisations ont engendré des religions diverses qui ont des points communs évidents. Mais, affirme Georges Dumézil, la religion chrétienne est à part. Elle est franchement différente. Ajoutons enfin que la presque totalité des langues parlées aujourd'hui en Europe et dans les Amériques dérivent d'un indo-européen commun que Georges Dumézil a reconstruit. Et en fait, bon, moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'utilisais pas, mais j'attaquais pas non plus. Enfin, c'était comme ça, dans un coin, ça me gênait pas. Et puis en plus, comme Dumézil ne s'intéressait pas du tout à la Grèce, considérant que les Grecs étaient des Indo-Européens dégénérés, qui pose d'ailleurs bien Dumézil par rapport, enfin dans l'espace contemporain. Alors donc en fait, ça ne me touchait pas beaucoup, mais ce qui se passait, c'est que le monde roman était quand même très occupé par Dumézil, et en particulier quelqu'un, alors, qui se proclamait dumézilien, mais qui ne l'est pas du tout en fait, qui est John Child. Mais en fait, bon, c'était Doc. Il fallait être dumézilien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai
j'ai un peu regardé, alors, étant amené à travailler sur Tite-Livre, pour une raison ou pour une autre, sans doute pour un coup, et aussi pour des thèses qui étaient faites avec moi, je me suis dit, bon, bah, Dumézil n'apporte absolument rien à Tite-Livre. Et puis, en fait, j'ai un peu regardé comment ça fonctionnait, et c'est vrai que c'est une cathédrale fermée, close, quoi. Et bon, donc, en fait, c'est toute la pensée structuraliste, la pensée comparatiste de la grammaire européenne, qui semblait quand même un peu difficile à conserver. Et puis, il y a eu le livre de Jean-Paul Demoule, que vous connaissez sûrement, hein, où sont passés les Indo-Européens. Et tout d'un coup, ce dont on s'aperçoit, c'est que la théorie de Dumézil n'est pas nécessaire. Les mêmes faits linguistiques, les mêmes faits en histoire des religions, peuvent être complètement séparés, interprétés, sans la doctrine dumésilienne. Voilà. Donc mais ce que je pense qu'en fait Dumézil devrait, comme il l'avait dit lui-même, passer au niveau il dit oui, je vais passer du domaine de l'histoire, enfin du rayonnage histoire au rayonnage fiction. Et je pense que c'est ça, c'est une extraordinaire fiction, mais c'est une fiction qui renseigne de façon extraordinaire sur tout un travail disons, de la pensée occidentale pour essayer de se constituer de façon, de se trouver des origines. Il faut se dire que nous remontons à peut-être au début du 3e millénaire avant notre ère ou à la fin du 4e millénaire. Et qu'est-ce que c'est que 6 000, 7 000 ans dans l'histoire d'une humanité qui en a traversé des centaines de mille. Alors, il y a eu des mélanges, il n'y a pas cessé d'avoir des mélanges, et en particulier quand tous ces peuples étaient plus ou moins mobiles, avant de se fixer dans leurs derniers habitats, ils ont beaucoup circulé. Ils se sont croisés avec qui? Quels peuples ont-ils absorbé, détruit, tout en assimilant une partie? Nous n'en savons rien. Et donc, la méthode anthropologique a remis les Grecs et l'Antiquité à leur place, c'est-à-dire non pas à une place généalogique, hein, mais à une place historique. Et à ce moment-là, c'est l'usage de l'Antiquité qui devient un objet historique. Donc, c'était ça. Alors, le grand roman civilisationnel fait partie. Alors, c'est évidemment quelque chose auquel une partie de la droite et l'extrême droite française tient. Hein, continue à tenir. Et on se demande pourquoi d'ailleurs. Enfin, ça n'a pas besoin. Hein, mais contre lequel, en fait, tous les historiens se trouvent affrontés, quelle que soit l'époque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, ça, je vous donne le cadre général, mais il y a des points particuliers. On a eu l'occasion d'éprouver cette force du discours civilisationnel. Il y a quelques années, notre groupe de recherche faisait des interventions dans les lycées, avec les profs de lycée, dans le cadre de la formation permanente, sur les sujets antiques qui étaient mis au programme. Et on a eu la famille romaine. Et c'était juste au moment où il était question de la loi la loi sur le mariage. Et c'est évidemment intéressant parce que le discours civilisationnel dit la famille romaine est à l'origine de quoi? En fait, la famille bourgeoise du XIXe siècle. Ce qui est évidemment faux. Mais le père de famille, le pater familias, tout ça, c'est ce qu'on trouve dans le Code civil. Et il se trouve que moi, j'avais travaillé avec un juriste qui malheureusement est mort, qui s'appelle Yann Thomas, et qui avait travaillé justement sur le père de famille et tout ça. Et ce qu'on découvrait et qu'on donc transmettait
au professeur du secondaire, c'est que la famille romaine telle qu'on pourrait la concevoir aujourd'hui n'existait pas, hein, que la paternité n'était pas une question de filiation, mais que la paternité s'héritait. C'est-à-dire que c'est à la mort du père qu'un fils prenait le nom de père, le titre de père, son père, même s'il n'avait pas d'enfant, même s'il il a été mineur, même s'il était hermaphrodite, etc. Donc c'était assez intéressant de montrer que la notion de famille avait été constituée telle que nous la connaissons, avait été constituée au XIXe siècle, en particulier par le droit napoléonien, et n'était pas dans le droit romain. Donc en fait, et alors là, c'était intéressant ce qui s'est passé parce que il y a eu dans certaines académies, on a été vraiment, on nous a donné des grandes possibilités, et il y a d'autres académies qui ont refusé même l'idée qu'on puisse mettre un pied dans les lycées. Bon, et voilà, c'est ça l'intérêt de travailler dans l'Antiquité, pour revenir à ce sujet, parce que à chaque fois, on est en plein dans l'actualité sans l'avoir voulu, sans dire nous sommes les héritiers, etc. C'est en quelque sorte un lieu commun que notre civilisation serait l'héritière soit de la Grèce, soit de Rome, et en fait on s'aperçoit que c'est pas vrai. Donc c'est ce qui rend les choses assez passionnantes. Alors, il y a un autre aspect aussi qui est assez intéressant et qui nous fait nous affronter à d'autres mouvements de pensée, c'est le fait que, en fait, toute la Méditerranée est l'héritière légitime. Tous les peuples méditerranéens sont les héritiers légitimes, si ça leur convient, de l'Antiquité gréco-romaine, hein, et qu'il n'y a pas du tout de privilège des pays dits occidentaux, c'est-à-dire en fait de l'Europe. Et on a donc aussi travaillé, alors avec non seulement tout le Maghreb, hein, mais aussi l'Iran, les Libanais, enfin tout le monde, en particulier tout le monde arabisant. Et alors c'est un peu compliqué parce que bon, je reprends l'exemple du Maghreb. Si on regarde de près, on s'aperçoit que les peuples, enfin les royaumes en particulier, enfin Maroc, Algérie, Tunisie, se sont auto-hellénisés avant même qu'il y ait des Grecs ou des Romains. En fait, les colonies grecques se sont arrêtées à Cyrène, c'est-à-dire à la Libye, mais ensuite il y a eu des rois, en particulier Massinissa, qui ont adopté au moins les classes supérieures, la culture grecque, qui ont écrit en grec. Il y a des philosophes grecs, je dirais maghrébins. Et alors, ça nous a, évidemment, on s'est retrouvé face à tout un mouvement identitaire qui est celui en particulier des berbérisants. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même situation avec un autre discours civilisationnel, on est dans la même situation que dans l'Europe, une sorte en miroir, c'est-à-dire que une affirmation d'une identité berbère qui plongerait dans les racines les plus anciennes, avec tout un roman de résistants, etc. Alors qu'en fait, donc tout ce mouvement généalogique qu'on retrouve dans les identités nationales des peuples anciennement colonisés, et c'est pas mieux. C'est-à-dire que, là, en fait, là, on a aussi quelques difficultés, quelques ennuis. Pas avec tout le monde.
Moi, j'ai des amis marocains avec qui je travaille, qui sont au contraire enchantés d'entendre ce qui semble être plus juste historiquement, c'est-à-dire que il y a bien des identités qui existent, mais qui se constituent en se projetant vers l'avenir et en utilisant ces héritages. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'ethnogénèse. Alors, ça permet justement d'inventer ce qu'on veut, de reprendre ce qu'on veut. Et donc, en fait, on se retrouve avec une conscience du passé qui est une conscience stratifiée. Pour tout le monde. Il y a eu, si on prend le Maroc, il y a eu effectivement ce qu'on appelle les garamantes, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a eu des royaumes hellénisés. Il y a eu une culture gréco-romaine où c'était les habitants qui étaient devenus des Romains et non pas colonisés par les Romains. Enfin, c'était bien en quelque sorte colonisés, mais avec un sens différent, c'est-à-dire qu'ils étaient des citoyens romains. Et puis ensuite, il y a eu les Visigoths, etc., etc. Donc en fait, on a des strates, et avec ces strates, chaque communauté peut s'inventer un avenir. Bon, vous voyez encore une fois comment l'Antiquité peut alimenter des débats politiques contemporains.